Bon, on va continuer. Donc, on commence la première session des articles. Juste une petite annonce avant de commencer. Donc, j'ai envoyé hier soir un mail pour vous demander de répondre à un petit questionnaire sur votre présence ce soir et demain soir. Donc, ça va nous permettre de mieux savoir exactement combien de personnes vont être avec nous. Sinon, pour les personnes qui ont envie de finir leur ANR ou s'isoler pour travailler un peu, les salles U5 et U4 qui sont juste derrière l'amphi sont ouvertes. Donc, voilà. Si vous avez perdu votre accès Wi-Fi, vous pouvez demander à l'accueil. Donc, on a les logins et mots de passe. Ok, je passe là. Je le désigne, mais quelque chose, pas une annonce, je ferai après. Ok. Oui, alors bonjour, bienvenue à la première session des exposés classiques de la journée. Donc cette première session concerne les fondements de la gestion de données. Et notre premier présentateur sera Emmanuel Valère de l'Université Paris-Sud. Ça va si je parle sans micro? J'essaye. Ça marche? Ok. Bonjour. Donc je vais vous présenter un travail sur la puissance d'expression des primitives de mise à jour qui a été réalisé en commun avec Tom Hemlot et Jan van den Busse de l'université de Hasselt en Belgique. Alors, le contexte dans lequel on se place, ce sont les bases de données relationnelles. Donc, c'est un cadre simple qui est naturel pour l'étude qui nous intéresse. En particulier, les langages de requête, leur puissance d'expression sont bien compris. Et bien sûr, ultérieurement, on va vouloir s'intéresser à des modèles beaucoup plus récents, mais il faut commencer par là. Alors, comment dire, vous effrayer. Je vais peut-être redire des choses un petit peu évidentes, mais j'ai voulu un petit peu fixer le vocabulaire pour essayer de bien m'expliquer. Donc, je vais dire un certain nombre de trivialités, je vous prie de m'excuser. Alors, une expression d'un langage de requête calcule une fonction. Donc, on le sait tous, je le redis. Donc, par exemple, algèbre relationnelle ou SQL. Donc là, j'ai pris un exemple SQL. Sur le schéma de relation R, une table R avec deux colonnes A et B. Le programme, donc la requête select étoile from R where A égale A. Quand on lui donne une instance en entrée, elle calcule une instance en sortie. Dans les deux cas, c'est une instance de R. Donc on a bien P calcule une fonction des instances de R dans les instances de R. On lui donne un deuxième I, il calcule un deuxième output, etc. Comme d'habitude. Alors, puissance d'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je ne vais pas du tout... Tout ce que je vais écrire là ne peut pas être complètement formel, hein, c'est clair. Donc la puissance d'expression d'un langage L, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des fonctions que ces programmes calculent, donc tout ce qu'ils peuvent faire. Alors si on décline cette formulation, on dit qu'une fonction f est exprimable dans L s'il existe un programme de L qui calcule cette fonction. Une fonction f n'est pas exprimable si aucun programme ne calcule f, et pareil, donc un langage est inclus dans une autre si toute fonction du premier est exprimable dans le deuxième, et on peut même avoir, si l'inclusion est double, on a une égalité entre les langages. Alors, on connaît tous les exemples suivants plus ou moins par cœur. Il y a des petites coquilles dans les transparents, désolé. Donc, bien sûr, il y a des fonctions non exprimables par les machines de Turing. C'est pas du tout exemple. Il faut barrer le exemple, bien sûr. On les appelle les problèmes indécidables. Il y a des fonctions pas exprimables dans l'algèbre relationnelle. Par exemple, les ancêtres. On le sait tous. Moi-même, j'ai vu la preuve une fois, je me rappelle pas de tout. L'algèbre select, project, join, union, elle exprime le produit cartésien de manière triviale. Elle exprime pas la différence ensembliste. La même algèbre est incluse dans l'algèbre relationnelle c'est-à-dire elle-même à laquelle on rajoute la différence ensembliste, on obtient l'algèbre relationnelle, et trois exemples d'égalité, l'algèbre relationnelle égale au calcul relationnel égale à SQL sans arithmétique, etc. On a l'habitude de ce genre de notions, on les manipule à l'occasion, et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on va se situer.
Alors, donc, puissance d'expression des primitives de mise à jour. Qu'est-ce que c'est primitives de mise à jour? Qu'est-ce que nous, on entend dans cet article? Alors, on connaît tous les trois primitives basiques des BD relationnelles. Donc, dans la BD relationnelle, on a des relations. Et dans ces relations, on peut insérer une ligne dans une relation, supprimer une ligne dans une relation et modifier des valeurs d'une ligne dans une relation. Alors, dans la vraie vie, il y a des vraies applications avec du embedded SQL, sans doute des millions de lignes qui tournent depuis très très longtemps. Ces primitives-là sont omniprésentes dans les applications et donc c'est la vraie motivation, c'est une motivation sous-jacente, en plus de faire quelque chose d'intéressant et d'amusant pour étudier ça, et on va y revenir de manière très précise dans pas très longtemps au moment de la motivation plus générale. Alors, ces primitives, insertion, suppression, modification d'une ligne, en gros, on se pose à peu près jamais de questions à leur sujet, j'exagère bien sûr, mais voilà, en particulier la sagesse populaire qui nous dit modifier T en T', c'est égal à insérer T' puis supprimer T, et donc en fait modifier ça sert à rien. Le modifier c'est le update de SQL. Alors, donc voilà, c'est ça les primitives, je vais progresser un petit peu, et bien sûr, SQL, alors là, je me suis trompé, bien sûr dans le standard 2011, mais ça fait déjà 15 ans, 20 ans, au moins, que SQL fournit des versions beaucoup plus puissantes de ces versions monolignes et naïves que j'ai écrites ici. Donc, les trois opérations qui correspondent, c'est on insère dans une relation un ensemble de lignes qui a été récupéré par une requête sur l'ensemble de la base. La deuxième, c'est le delete, une opération de suppression d'un ensemble de lignes déterminée par une requête booléenne arbitrairement complexe sur la base. Donc on a encore les requêtes. Alors là, j'ai donné un exemple, c'est pas grave si on le comprend pas. Donc delete from RR0 where exist, select star from R where B égale R0.A. Ça nous détruit les lignes dont le champ A apparaît dans la colonne B. D'accord, les lignes dont le champ A apparaît dans la colonne B de la table, c'est pas très grave si on ne comprend pas la requête, je la réutiliserai plus, c'était pour montrer qu'il y avait ceux d'entre nous qui n'avaient pas forcément tapé du SQL récemment, rappeler qu'il y avait des requêtes un petit peu compliquées, celle-là étant extrêmement simple, et bien sûr, il y en a des beaucoup plus compliquées. La modification, c'est le même principe, les lignes sont déterminées par une requête, mais les nouvelles valeurs aussi sont déterminées par des requêtes. Ici, je donne un petit exemple sans where, update RR0, set B égale, et ici, bien sûr, c'est un A. Peu importe ce que ça fait, donc ça, c'est chaque B reçoit la valeur du B de l'unique A égale à ce B-là, et bien sûr il y a une erreur si A n'est pas unique, c'est-à-dire que si ici on en a plusieurs, ça nous renvoie plusieurs ici, et SQL fait boom. Donc voilà ces opérations qui, somme toute, sont assez simples, mais elles sont quand même paramétrées par des requêtes qui sont arbitrairement puissantes sur la base. Alors, prenons maintenant ces opérations insert, update, delete et mettons-les en séquence. Donc, ce qu'on fait tous dans nos programmes quand on fait nos cours de PLSQL, de SQL, etc. Et juste, c'est ce genre d'objet que je vais commencer à considérer. Donc, par exemple, je prends ici, j'ai mis trois opérations en séquence. J'aurais pu en mettre 4, j'aurais pu en mettre 2 ou 1, bien sûr. Donc, un update, un delete, un insert. Et dans tout l'exposé, je vais me restreindre à une seule table. Dans le cas général, j'ai plusieurs tables, évidemment, mais pour les besoins de l'exposé, j'ai préféré simplifier au niveau de l'exposé. Alors, donc j'ai cette séquence. Alors, la sémantique d'une séquence, c'est celle dont on a l'habitude en PLSQL, évidemment, ou dans SQL dynamique, dans SQL en mode interactif. Donc, la sémantique, quand je donne un input I, une instance de R à ma... j'ai pas de machin pour montrer, mais quand je donne un input I à ma séquence, donc bien sûr j'applique la première opération, elle me donne un résultat intermédiaire qui ne m'intéresse pas, j'applique la deuxième sur le deuxième, j'applique la troisième, et elle me donne le résultat final qui est donc P de I. Donc sur un input I, on a bien P qui calcule P de I, et donc cette séquence d'opérations de mise à jour de SQL paramétrées par des requêtes calcule bien une fonction des instances dans les instances. Ah super Dario, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais y arriver mieux, mais merci, super. Donc ça va être deux choses. Ok, alors bien sûr, comme on l'a vu, une requête aussi, ça calculait une fonction des instances dans les instances, et je vais revenir sur ce parallèle dans très peu de temps.
Alors, j'ai donc des séquences de mise à jour paramétrées par des requêtes, et la question que je me pose, en fait c'est un ensemble de questions, mais au début on s'est posé une question qu'on a après raffinée, c'est quelle fonction ces séquences de mise à jour donc, que j'ai pas vu avant, j'ai dit elles calculent une fonction, celle qu'on a vue, et quelles sont toutes les fonctions que calculent toutes les séquences de mise à jour. Donc si je considère le langage des séquences de mise à jour, insert, update, delete, dans n'importe quel ordre, n'importe combien d'opérations, quelles sont toutes les fonctions qui sont calculées. Alors, première question, on se dit, ah ben, on a parlé de l'algèbre relationnelle, est-ce que par hasard, ça serait exactement les mêmes que l'algèbre relationnelle? Est-ce que ça serait plus? Est-ce que ça serait moins? Et par exemple, vous avez sans doute joué à ça quand vous étiez petit, on fait select étoile from R where A égale A, et on dit, et maintenant je vais faire la même sémantique avec un delete. Et avec ce delete-là, j'obtiens exactement la même requête qui est ici. C'est-à-dire que là, j'ai gardé uniquement les lignes pour lesquelles A égale à la constante A, et ici, j'ai gardé uniquement, en fait, j'ai gardé exactement les lignes dont la colonne A est égale à la constante A aussi. Donc là, on a un exemple. La fonction exprimée par une requête est égale à la fonction exprimée par une mise à jour. Et donc, plus généralement, on se dit, est-ce que c'est vrai pour d'autres choses que ces petits exemples complètement joués? Alors on se pose une deuxième question, puis du fait de la sagesse populaire, on dit ah ouais mais le update pardon, est-ce qu'il est vraiment utile? Et donc est-ce que par hasard quand je regarde toutes mes séquences de mise à jour toutes mes séquences de mise à jour avec insert, update, delete, et à côté je mets toutes les séquences de mise à jour avec juste insert et delete et je ne mets pas update, est-ce que par hasard j'aurai exactement les mêmes ensembles? Auquel cas, et le même ensemble de fonctions bien sûr, auquel cas ça voudrait dire que update est redondant avec insert et delete, qu'il n'est pas primitif. Voilà. Et alors en fait, bien sûr, ça ne nous suffit jamais, donc on veut évidemment un peu plus de contrôle du if then else, c'est une boucle while pour pouvoir s'amuser. Alors, donc, une fois qu'on s'est posé ces questions, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Ici, j'ai voulu, pour essayer d'insister un petit peu sur l'intuition, j'ai parlé d'algèbre relationnelle. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais paramétrer mes opérations de mise à jour par un langage, en fait, je vais les paramétrer par n'importe quel langage. Et donc, je vais les paramétrer simplement par des requêtes génériques qui sont même pas obligées d'être calculables. Donc, c'est absolument n'importe quoi. Pourquoi on va faire ça? Parce que ce qui nous intéresse, c'est... Je parle un petit peu avec les mains, c'est-à-dire qu'on veut comprendre qu'est-ce que insert est capable de faire, qu'est-ce que delete est capable de faire et qu'est-ce que update est capable de faire au niveau des modifications de la base. Et pour comprendre ces modifications, on s'est demandé est-ce que ça dépend vraiment des requêtes qu'on passe en paramètres. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme définition? Donc, la définition qui nous intéresse pour qu'est-ce que c'est qu'une mise à jour, c'est une transformation de données qui dépend que de la structure logique des relations de la base, et ça, c'est la définition exacte des requêtes génériques. Donc, notre définition des mises à jour, ça sera les requêtes génériques. Ensuite, je vais la formuler pour des raisons d'élégance et de naturel des preuves par une primitive que je vais appeler remplacement, que je vais définir juste derrière, et muni de cet outil de référence, je vais formaliser mon langage que je vais après comparer à ça. Donc pour formaliser le langage, je vais l'appeler UL-while, UL pour bien sûr update language, et je vais dire pourquoi while, parce qu'il contient la boucle while. Les primitives, ça sera insert, update, delete. Alors dorénavant, le update, je vais l'appeler modify, parce que comme on appelle en anglais update, c'est l'ensemble des mises à jour, mais c'est aussi la primitive de SQL. On a préféré l'appeler modify, la primitive de SQL, et regarder update pour ensemble des mises à jour. Donc c'est ça, plus une requête générique, et structure de contrôle, séquencement if then else wife. Remarque, très important, je ne mets pas de variable dans mon langage. Pas de variable dans mon langage, et donc du coup la totalité des opérations se font en place. Je travaille sur une relation et je bidouille dans la relation avec mes updates, insert, delete, mais je n'ai pas de relation temporaire à côté. Et la question que je me suis posée, ça consiste à, quand je la remonte dans cette définition, je vais comparer entre replace, qui est la référence ultime avec UL-while, et avec les sous-langages de UL-while. Alors,
donc je suis obligé de donner quelques définitions, mais c'est très intuitif. Donc replace, c'est simplement, je prends un schéma de relation, une requête générique sur R qui est absolument n'importe quoi. Elle peut être pas calculable, c'est pas grave. Ça peut être l'algèbre relationnelle, peu importe. Et pour toute instance I de R, donc je noterai replace, remplacer R par Q. Ça remplace simplement le contenu de R par le résultat de la requête sur ce contenu. D'accord? Donc j'ai une relation R, j'ai un contenu, j'applique la requête dessus, j'obtiens quelque chose et j'écrase ce qu'il y avait avant par le nouveau contenu. Donc c'est l'opération de mise à jour la plus générale, c'est-à-dire n'importe quelle manipulation via une requête Q générique peut être modélisée. Alors, un petit mot sur les... Un mot sur les variables temporaires. Je saute ce petit blabla et je vous dis la chose suivante. Si j'ai une variable temporaire S, je peux, avec une séquence de delete et de insert, qui était une des questions que je me posais, exprimer replace. Donc, avec des insert et des delete, je peux exprimer la totalité des mises à jour existantes. La totalité des mises à jour existantes. Comment je fais ? Ça, c'est ma variable temporaire. Donc, je rase ma variable temporaire pour y voir clair. Je mets dans ma variable temporaire la requête que je veux exprimer. Je la mets là-dedans. Je rase ma relation normale et je récupère dans ma relation normale ce que j'ai sauvé dans ma variable temporaire. Et donc, j'ai bien eu mon replace R par Q de R. D'accord ? Avec une petite séquence de insert et delete. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je me donne des variables temporaires, eh bien, je peux exprimer tout de suite avec une séquence triviale, eh bien, la totalité des mises à jour qui existent. Donc, c'est une bonne nouvelle, très bien. Mais voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de relation temporaire. Alors, dans la vraie vie, on a bien sûr des tas d'applications BD, on le sait, je l'ai cité brièvement, ces applications de base de données, elles doivent faire des transformations, elles doivent faire évoluer la base, etc. etc. Et en fait, ces transformations, elles peuvent être évidemment extrêmement compliquées et pas extrêmement compliqué. Alors, la bonne nouvelle qu'on vient d'avoir, c'est que dès qu'on a un espace temporaire, on a vu qu'on pouvait exprimer toutes les mises à jour, et donc dès que j'ai une relation temporaire, je peux exprimer dans mes applications BD toutes les mises à jour qui m'intéressent, mais ça me coûte d'avoir de l'espace temporaire. Ça peut arriver que si à un moment j'ai une table avec 1 million de lignes, j'ai pas envie d'avoir l'espace temporaire à côté où il n'est pas disponible pour sauver ma relation dans ma variable temporaire pour après la recopier dans la relation originale. Donc la deuxième question que je me pose, c'est la deuxième motivation, c'est que même si avec les variables temporaires je peux tout faire, ce que je peux avoir envie, c'est travailler sans variable temporaire, c'est que si j'y vois clair, faire un lien entre mes séquences de mise à jour et le replay, si j'arrive à clarifier ce lien-là, comme replay c'est des requêtes, sur les requêtes j'ai des décennies de technologies d'optimisation. Et donc si j'arrive à partir d'une mise à jour à la transformer dans une requête, eh bien je pourrais profiter de toute l'optimisation. Alors, malheureusement, ça, je ne sais pas encore faire aujourd'hui, mais c'est une motivation ultime. Donc la motivation classique, c'est bien sûr l'informatique s'est toujours intéressée à explorer ces modèles de calcul dans le détail. Par exemple, on a des centaines d'articles sur les automates, pareil pour la logique, etc., etc. Et quelque chose qui est peut-être inattendu, c'est que à chaque nouveau standard de SQL, jusqu'à présent, 2008-2011, le standard a rajouté une primitive strictement plus puissante que les précédentes. Strictement plus puissante que les précédentes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la vraie vie, les vrais gens qui font le vrai standard SQL de la vraie vie, eh ben, ils ne sont pas satisfaits avec la puissance d'expression des mises à jour qu'ils ont, et donc ils en veulent plus. Alors je fais tomber le suspense d'une certaine manière, c'est que là, ils sont arrivés à replace maintenant. Ils sont arrivés à replace, donc ils n'iront pas plus loin, bien sûr. Travaux reliés. Alors, principalement à bit boolevianou, des choses qui sont lointaines, sinon, donc, dans les deux articles principaux d'Habit boolevianou, ils ont des relations temporaires et nous, on n'en a pas. Donc, immédiatement, au niveau expressivité, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts que nous. Et donc, nous, on s'intéresse à l'expressivité dans les basses couches de l'expressivité. Et dans l'article de Equivalence Optimization, dans les requêtes, donc, ils ont des choses très comparables, mais leurs requêtes sont beaucoup plus petites que les nôtres, parce
parce que nous, on a au moins FO. Je ne rentre pas plus dans les détails. Ouais. Alors, je montre que j'ai une définition dans l'article de insert, update, delete, etc. Mais je ne vais pas la donner, juste je noterai insert dans R le résultat d'une requête générique, delete dans R un ensemble de lignes données par une requête générique. Tout ça, c'est équivalent à la version de SQL que nous on connaît. Dans SQL, c'est booléen. Là, on a mis un ensemble de lignes, peu importe, les deux sont équivalentes. Et dans Modified, il faut se fatiguer. Donc, on a une requête qui est d'arité 2, qui contient TT' ou T', c'est la version qui remplace l'ancien T, peu importe. Insert, delete, modify, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qu'on connaît tous, c'est ce de SQL depuis toujours. Un programme de mise à jour, c'est donc ce que j'ai dit, donc c'est ces trois primitives, plus le séquencement, plus le if then else, plus le while. Donc le if then else, c'est ce qu'on pense, une requête booléenne avec un programme, pardon, si oui un programme, sinon non. Le while, c'est une requête booléenne avec un P. UL, c'est l'ensemble des programmes sans boucle while. Et UL while, c'est tous les programmes, avec une majuscule ici. UL while, c'est tous les programmes. Ok, la sémantique, c'est la sémantique naturelle, c'est celle de PLSQL. PLSQL, il peut y avoir des choses un petit peu inattendues parfois, mais c'est celle qu'on pense, c'est-à-dire qu'on fait les choses en séquence, s'il y a un if, on le fait, etc. Deux cas d'indéfinition. Si la requête modify, comme dans mon premier exemple, il y avait plusieurs A qui vérifiaient la condition, ça fait boom. Et bien sûr, s'il y a une boucle infinie, ça fait boom, mais c'est du détail. Tout ça pour dire que donner l'intuition et pas vous rassurer, mais pour fluidifier peut-être le cours de l'exposé en disant pas de problème, les définitions sont bien celles qu'on pensait. Du coup, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que UL while exprime replace? Est-ce que UL while exprime replace? Parce que replace c'est la plus générale et tout le monde, on se demande, est-ce que UL while arrive à calculer toutes les primitives? C'est assez raisonnable. On a 3 primitives de mise à jour, on a une boucle qui peut être non bornée, et est-ce qu'on va bien arriver à avoir tout le monde? Et la deuxième chose, c'est on descend vers le bas, est-ce que les insert, delete, etc. sont primitifs à l'intérieur du langage? C'est-à-dire, est-ce que si je retire insert, je garde le même langage? Est-ce que si je retire modify, la question est plus naturelle sur modify, si je retire modify, puisque dans la sagesse populaire modify, on peut le retirer, est-ce que là aussi, on peut le retirer? Alors, je réponds tout de suite sur while. Sur while, il est primitif si les requêtes qu'on a passées en paramètres sont faux. Pourquoi? Parce qu'on peut exprimer la clôture transitive, peu importe. Et sinon, c'est ouvert. Donc, on ne sait pas. Si on a des requêtes générales, on ne sait pas du tout si while est primitif. Alors, insert et delete. Je vais dire premier exercice. Insert et delete, donc je vous pose la question, est-ce que insert et delete sont primitifs? Donc prenons insert par exemple. La question c'est, vous avez donc insert, modify, delete, if then else et while. Est-ce qu'on peut, en enlevant le insert, est-ce qu'avec delete, modify, if then else et while, on arrive à capturer insert? Donc la réponse c'est, peut-être c'est évident pour vous, la réponse c'est non. Pourquoi? L'idée, avant de dire pourquoi, on se dit, mais au fait, modify, il peut insérer des arêtes. Par exemple, si j'ai ça comme input, il peut très bien insérer l'arête BA. D'accord? Donc en fait, modify rajoute des arêtes et donc il faut faire attention à est-ce qu'il peut rajouter toutes les arêtes avec toutes les requêtes. En fait, l'exemple dit que, comme on le voit sur l'exemple, en fait, modify, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et donc s'il met une arête quelque part, il va la prendre ailleurs. Et donc, en fait, modify n'augmente jamais strictement le nombre d'arêtes. Modify n'augmente pas le nombre d'arêtes, c'était peut-être déjà évident, et donc du coup, la seule manière d'augmenter strictement le nombre d'arêtes, c'est pas delete qui va faire ça. Si c'est pas modify, il ne reste plus que insert, et insert est primitif, et c'est terminé. Et c'est la preuve. Il faut 3 lignes pour l'écrire propre, mais c'est tout. Il ne faut pas 20 lignes. Pareil pour delete, là, le modify. Je donne cette petite intuition juste pour essayer de montrer une chose un peu plus amusante après. Delete, parce que modify aussi retire des arêtes. C'est-à-dire que, là, j'ai pas d'exemple, mais si j'ai un ensemble d'arêtes, une étoile je ne prends pas d'exemple comme ça, pour ne pas dire de bêtises. Modify peut retirer des arêtes. Par exemple, ici, il a retiré cette arête qu'il a transformée en celle-là. Est-ce qu'il peut en retirer beaucoup? La réponse est non, bien sûr. Il peut
Excusez-moi, il peut en retirer vraiment beaucoup, mais il y en a une qu'il ne peut pas retirer, c'est la dernière. Parce que la dernière, la manière de retirer des arêtes, c'est de les identifier, de les transformer en une autre arête, et la dernière, on peut la transformer en rien du tout. D'accord ? On peut peut-être la déplacer, mais elle reste toujours, et donc la requête que Modify ne peut pas faire, c'est vider la base. Vider la base, Modify ne pourra jamais le faire. C'est pas totalement c'est un peu moins trivial que pour l'insert, mais il ne pourra pas le faire. Et donc, delete est primitif. Donc, insert, delete sont primitifs. Et en fait, on va faire des raisonnements un peu plus riches après. J'ai jusqu'à 25. On a commencé à 7. Ok. Alors, un schéma qu'on connaît tous, S-graph. S comme graphe, on va l'utiliser. Si je considère alors c'est marqué où, si je considère une relation R avec deux colonnes, eh bien, je peux considérer les instances de R comme un graphe. Donc, par exemple, si R a deux colonnes, c'est des coupes. Donc, j'ai AA, ça c'est les lignes de ma table, AA, AB, AC, BC. Caramba, vous arrivez à voir? Donc là, il y a une arête, donc là, il y a AB, donc AA, c'est cette arête-là, AB, c'est celle-là, AC, c'est celle-là, et BC, c'est celle-là, et donc une relation sur d'arité 2, c'est un graphe, et on va raisonner sur les graphes. Simplement, on pourrait raisonner sur d'autres choses, mais c'est assez visuel sur les graphes pour moi comme pour vous, je pense. Alors, résultat numéro 1, le remplacement n'est pas exprimable dans UL-While. Remplacement n'est pas exprimable dans UL-While, donc adieu les rêves adieu vos vaches cochons d'expressivité, si j'ose dire. Théorème, aucun problème de UL sur S-graph ne peut exprimer la requête complément. D'accord, complément, c'est je prends le domaine actif et je prends dans mon graphe et je prends le graphe complément sur le domaine actif, peu importe le détail. Mais je voudrais juste lire brièvement ça, puisque j'ai essayé d'expliquer en 3 lignes où est l'idée, pour donner une intuition. Donc l'idée, c'est qu'on va exhiber, il nous faut une requête, il nous faut une requête et un input de cette requête tel que aucune autre requête n'arrive à faire ça. Je simplifie un tout petit peu, mais c'est ça. On va exhiber on a la requête, on va exhiber un graphe avec une sorte de symétrie sur laquelle je vais revenir, qui vont faire que les requêtes des primitives insert, update, delete, comme elles sont génériques, et j'espère que je vais arriver à montrer un exemple, ne pourront pas faire leur travail. Par exemple, Modify ne va pas pouvoir détruire AA dans cet exemple. Voilà, c'est là que j'ai un exemple joué. Ici, dans cet exemple, imaginons, c'est pas dans la preuve ici, mais l'idée, c'est l'idée de la preuve, et c'est l'idée de presque toutes les preuves de cet article. Là, vous avez Modify et vous avez envie d'enlever cette arête. Donc la question, c'est vous dites, pas de problème, je vais prendre Modify, et puis la requête, l'arête AA, je vais l'identifier avec, par exemple, AB, et puis elle sera identifiée et elle aura disparu. La réponse est non, pas du tout. Parce que pour l'identifier avec AB, vous êtes obligé de sélectionner B. Pour sélectionner B, il faut sélectionner B, mais comme votre requête est générique, avec B, vous allez sélectionner tous les gens qui sont comme lui. Et tous les gens qui sont comme lui, c'est C. C'est C, d'accord ? Là, ces deux-là, si on fait un automorphisme, c'est-à-dire si on permute les valeurs du domaine et qu'on échange B et C, on retombe sur le même graphe. Donc c'est la manière propre de dire ce que je viens de dire, mais l'idée c'est que si vous regardez B et C, la structure de la base, c'est-à-dire le fait d'avoir une flèche entrante tous les deux ont une flèche entrante d'un élément qui a la même structure. Et donc ils sont dans exactement la même structure et donc on ne peut pas les distinguer. Et donc vous ne pourrez jamais avec Modify détruire cette arête et c'est exactement le type de raisonnement qu'on fait dans toutes les preuves. Presque toutes les preuves. Alors, je vais jusqu'à 37. C'est tout. Ah non, ça me fait 30 minutes, donc c'est pas bien, je vais pas avoir de questions. Donc, j'ai débordé, donc je passe, je vais directement, j'espérais raconter ça, mais je viens de donner l'exemple, l'intuition avant. Donc je vais sur
Les contributions, donc on a donné un cadre et le résultat c'est ULWhile est plus petit que reply, son primitif modify dans ULWhile et les fragments avec if then else. Quand il reste ouvert que quand on rajoute, on prend une séquence de taille n, est-ce que si je rajoute une n plus unième appel de primitive, est-ce que j'ai gagné de la puissance d'expression? La réponse c'est on ne sait pas. D'accord. Et même avec deux, on a un exemple pour lequel, quand on rajoute une troisième étape, on a gagné quelque chose, mais on n'a absolument rien. Et bien sûr, on peut exprimer replace avec les relations temporaires, avec les deux dernières primitives de SQL et avec des requêtes non génériques, avec de la création d'objets ou de l'arithmétique, un certain nombre de perspectives évidemment. Et je m'arrête ici. Et merci. Merci Emmanuel. On a le temps pour une courte question. Vas-y. La preuve, elle est basée sur le... Ouais. Allô?
Allô, allô. Ça marche? Bon, faut pas oublier que l'informatique, c'est aussi le reset. Normalement, ça fonctionne. J'ai essayé avec au moins 10 portables. C'est bon. Mais le reset, peut-être pas. Celui-là qui est Il vaut mieux choisir la bonne présentation. c'est ça, PDA. Ok. Je suis désolé, j'ai besoin de parler en anglais. Je suis désolé. Is it clear? Okay, thank you very much. Yeah, I'm sorry. It seems we met a big problem today. And my name is Li Haizhou. Oops. My name is Li Haizhou from the library Limos. And today my topic is the probabilistic simulation for probabilistic data-aware business process. So here is our plan. And first, I would like to propose a little example as the motivation. And second, I would like to recall some issues about the probabilistic database. Next is let's do something about the model description, and then is we try to find the algorithm to test simulation relation. Finally is our conclusion. So assuming we are a manager of a car insurance company, so our job is to determine the car insurance premium for each candidate. Here our goal is to gain high profit, so we need to consider several criteria for different candidates. So we need to consider the age, driving record, etc. And here is a question. What's the probability to gain a high profit?
To answer these questions, our managers are very smart. So first, we draw a traditional business process, which divide our case into 3 dimensions: rapid evaluation, normal evaluation, high-risk evaluation. But it's not enough to answer these questions because we have the probability. At present, let's sum up our problem. First, we have database to record the criteria of the information of the candidates. And the second, we have a traditional business process. So if we combine them together, we get the notion of data-aware business process. That is to say, we have several states, and we have transition relations which are guarded by GARS. The GARS is the query on database. So for example, the question is if the age of candidates is big than 60. If this query answer is true, so we execute these transition relations. If no, we don't. So we want to analyze the probability. So normally we combine this probability, we integrate this probability into the database. So we get probabilistic database. And to combine the data-aware business process and the probabilistic database, so first we want to model this behavior, and next we want to verify this model. So let's recall some issues about probabilistic database. So the probabilistic database are a finite set of possible complete database, and each tuple are assigned with the probabilistic distribution. Like our example, we have 3 tuples, and each tuple is assigned with a probability. If we want to do a query, for example, select product equals to A, so we have 70% chance to get an answer, 30% to get an empty tuple. And now we come to a very important notion, possible words. So the possible words are the power site of all the tuples. Each possible word is a subset of the power site of the tuples. For example, we have W4. So W4 consists of tuple T1 and T2, so the probability of this possible word is existence of tuple T1, T2 without T3. Now here we have the probabilistic database to record the criteria of the candidates. And here, for example, the profit table, the probability means the confidence to gain a high, low, or medium profit, and the same as the risk table. So let's say something about the possible word of our motivation example. First, we assume all the tuples are independent, and because possible words are the power site of tuples, we have 8 probability tuples. So we have 2 power 8 possible words, which means 256 possible words. And each word we denoted as W. So WD is the set of possible words. And the PRW means the probability of this possible word. So the sum of all the possible words, the probability is equal to 1. Here we have some examples. So with the help of the probabilistic database, we can define a notion of probabilistic data-aware business process, which can be abbreviated as PD process. So our PD process derived from traditional automata, which consists of states, one final state, several final states, and actions, transition relations, and we want to capture the notion of data-aware, so we have GARS. And then we integrate probabilistic database. So we have the GARS are the Boolean queries on probabilistic database. So the GARS can have a probability, and the GARS answers true or false. So here is we add some GARS to our motivations, and here, let's say something about the semantic of our PD process. First, we want to capture the branching time semantic. And beware, our PD process are non-Markovian process, which means our transition relations
the probability of our transition relations are given by the possible words of the probability database. So these transition relations are maybe correlated, which means the prediction of the future, the probability of the future is depending on the full history of all the branching started from the start state. And so we use execution trace to describe the possible executions. For example, we have a PD process with guard G1, G2, and if there is a word W, can make G1, G2 true. So we got an execution tree. So pay attention, we have a little loop on the state S3. So we maybe have infinite execution trace. So that's it to say one possible word may generate one or many execution trace. So we use TRAW denotes this, denotes the size of execution trace of word of one possible word W, and A stands for the PD process. Now here is the example of the possible the example of execution tree of the word 256, and then we come to another definition. So right now we just consider one possible word. So one possible word may have one or many infinite execution trace. If we consider two or several possible words, so maybe two possible words can have exact the same shape execution trace. So we combine them together, add the probability, so we can form the possible execution trace. Like this example, like the example shown, we have two execution traces from different words, and we combine them together to form a possible execution tree, and we add the probability. So it's come to a very lovely example. I love it very much. Now here we have one word W1. We have three lovely execution traces, but unfortunately here comes W2. So there are two execution traces that are overlapped, which means we can build two possible execution traces, and here comes the word W3. So the right tree are overlapped by three possible words, and we have W4. So the probability of the right tree is the probability, the sum of the probability of word 1, word 2, and word 3, and for the proper one is word 1 and word 2. So with the help of possible execution trace, we can define our one method to test simulation relation. So the simulation relation is try to compare the containment from two LTS, the label transition systems. But in our case, our PD process are non-Markovian processes. So the structural definition of the simulation relation, which means the states of the simulation relation are not suitable for our case. So we use possible execution trace to define simulation relation, which means if A is simulated PD to PD processes, A is simulated by B, which means all the possible execution trace of A is contained by B with the equal or higher probability. So this is what I mean. If we want to check A is simulated by B, so we check TRA is contained by TRB with modulo PR. So about this definition, so we just considered actions without the name of the states, but it's very hard to devise a direct algorithm because we have two PD process A and B. We need to pick one execution trace from PD process A to combine it with all the possible execution trace in B. It's maybe infinite, and we need to do it for all the possible execution trace in A, which means we take two infinite sites and try to compare the containment of these two sites, which I think is impossible.
and it's very hard. So our approach is to find a way change the infinite to a finite representation. So we try to refine our PD process to a set of traditional automata. So we call it word partition automata. These automatas without guards, and each word partition automata with a probability. We do it like this. First, we partition guards. For example, we have 2 guards, and we do the intersection of these guards. And for each guard, we have 2 forms, with or without. So we try to analyze the combination of all these forms. So this is what we did like this. We have a PD process A and several possible words, and we do the partitions, and we form several word partition automata. Each word partition automata associates with the probability given by the possible word, and all of these partition automata can cover all the possible words of PD process A, and they are exclusive, means there are no overlapping. So let's come back to our lovely example. So we have this trace, and we do the partitions. We do A1, A2. A1 is include the word W1, W2, and word 3 is word 3 is include W3, and A3 is include W4. So it is enough. Don't forget our red train. The probability of our red train is the sum of the probability of word 1, word 2, and word 3. So our automata A1 or A2 cannot cover all of these probabilities. So here we need to introduce a no notion, the closure automata, which denoted as CA1. The probability CA1 is exactly the sum of the probability automata A1 and A2. And it is exactly the intersection of the automata A1 and A2. So let's do it like this. So first we have a PD process with several guards. We partition these guards like this. Here we may have 8 partition automata, but here we just show 3 of them, and we have partition automata. And we found that here the probability, and we found that they have the intersection part, and we do the intersection, and we form the closure automata. The probability of the closure automata is exactly the sum of them. So with the help of this, we can easily find an algorithm to test the simulation relation of the PD process. So if A is simulated by B, we just build all the automata and the closure automata of A and B, and we test the containment. So don't forget, we need to test the probability. So the probability of the element of the automata and the closure automata of A should be less than the probability of B. And this is exactly a non-probabilistic simulation test. So here, let's say something about the complexity. So we consider the complexity from 2 dimensions. So we fix the size of database, or we fix the size of PD process. So finally, we got the data complexity is OFD, which means this complexity is same to the complexity of evaluating probabilistic query on the probabilistic database. And express complexity is time hard, and time complexity is exponential time. So here are some related works. The data-aware business process, which is, for example, the Colombo model and the probabilistic business process. There are several researchers working on it, and the probabilistic simulation.
So our differences is first we integrated the probability database, and don't forget our PD process are non-Markovian, and our complexity to test simulation relation is exponential time. And for the perspective part, and because our final goal is to verify this model, this PD process, and the simulation relation can provide us a very solid tool to achieve this goal. And right now we have a experimental prototype we called Produce to build the PD process and test simulation relation, and at the same time, we cooperate with Inhestia and try to use the PD process to evaluate environmental risk. And for the conclusion, in this presentation, we propose a new framework called the PD process, which will integrate probability database and the traditional business process. And then we studied the simulation under this context, and we found some way to measure its complexity or to test the simulation relation. And thank you very much. Any questions? At present, we don't consider this problem. We just consider other probability are the same, not very small, not very big probability, and we just want to verify this PD process like this. We don't consider more because now at present, when we evaluate this probabilistic query, which means we just put the query to the probability DBMS, and we don't consider what did in the probability DBMS. The partition. Here the partition part. In fact, the partition part is to try to partition the possible word of the probabilistic database. Like we try to do this. Here we have a PD process, and we have several possible words, and we try to partition this possible word to build the word partition automata. And with this, we can use this to test simulation. Is that okay? Okay, thank you. Okay, thank you very much. Bonjour à tous. Je vais présenter ce travail de Isma Sadoun, qui est en thèse qu'encadrée par Yann Loyer et moi. Et en fait, on passe des requêtes probabilistes à des requêtes de préférence.
Plus exactement, ici, on présente les requêtes basées sur une chaîne de préférence pour la recherche, le ranking et le raffinement des solutions. Je rappelle brièvement le principe des skylines, hein, puisque on est on est lié à ce type de requête. Parmi les requêtes de préférence, les requêtes skyline sont un exemple type où on cherche à éliminer les solutions qui sont dominées. Donc le principe, c'est à partir d'un ensemble de critères, d'attributs, on va garder uniquement les solutions telles que l'ensemble, tel qu'il n'y a aucun tuple qui dépasse les tuples de la solution par l'ensemble des attributs. C'est-à-dire, on retrouve ça par la frontière de Pareto. Ici, par exemple, si on cherche dans la base qui est largement utilisée dans ce contexte, qui est la base NBA du basket, on va trouver un ensemble de joueurs de basket qui sont meilleurs que les autres. Et en fait, on va trouver une partie des joueurs qui dominent les autres qui sont meilleurs, comme ici les joueurs T1, T2 et T5. Voilà pour le petit rappel. Le souci, c'est que pour les requêtes Skyline, il est connu que lorsqu'on augmente le nombre de dimensions, le nombre de solutions augmente. C'est curse of dimensionality, le principe de lorsqu'on a plus d'attributs, on va avoir moins de comparabilité stricte entre les tuples. Donc en fait, on va avoir l'ensemble des points qui vont se trouver sur l'hypersphère ND. Et trop de solutions veut dire qu'on ne peut pas faire de choix. Donc il faut trouver d'autres solutions que les skylines strictes. Donc ici, on voit par exemple que la majorité des tuples sont retournés. Donc l'idée, si elle veut bien sortir, c'est de relaxer la relation de dominance. La relation de dominance est trop stricte. Elle dit que si des valeurs, si une comparaison sur les attributs l'emporte, alors le tuple n'est pas éliminé. Enfin, bon, ça élimine donc en fait, ça ne permet pas de comparer suffisamment de tuples. Donc l'idée, c'est de relaxer cette relation de dominance en introduisant des moyens de comparer les tuples. Donc plus de comparabilité. Alors cette idée, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a déjà des travaux, justement, qui permettent d'aller dans ce sens-là. Donc parmi ces travaux, il y a des travaux qui, en fait, introduisent une dominance plus faible, une relation de dominance plus faible, comme par exemple rajouter un seuil epsilon sur la dominance. Et dire que dans ce seuil de dominance, je peux encore comparer les tuples entre eux. Donc, soit je peux avoir moins de solutions, soit je peux avoir plus de solutions. Donc, je rajoute à la frontière de Pareto un seuil d'un côté ou de l'autre. Dans la même idée, mais dans la théorie de la décision, dans l'équipe de Bernard Roine notamment, avait défini les notions de quasi-dominance, pseudo-dominance, canonique dominance, qui permettent aussi de rajouter en fait du flou dans les comparaisons et de rajouter des critères en fait, ou de relaxer les critères de comparaison pour pouvoir comparer les tuples entre eux. Il y en a d'autres qui ont proposé en fait une autre possibilité, c'est de dire que deux tuples deviennent comparables lorsque un tuple est meilleur qu'un autre tuple sur un sous-ensemble de dimensions, sur K dimensions, alors que la dominance stricte, c'est sur l'ensemble des dimensions. Ainsi de suite. Il y en a qui utilisent le nombre de tuples, donc qui comparent en fonction du nombre de tuples dominés, donc la fréquence de dominés. Donc, il y en a plusieurs. Alors, l'idée, en fait, le problème, malgré tout, c'est laquelle choisir. Peut-être que l'utilisateur pourrait être intéressé par plusieurs sémantiques. Donc, l'idée, c'est comment choisir ou laquelle choisir de ces dominances. Et puis aussi, quand est-ce qu'on arrête? Peut-être que si on choisit une dominance qui élimine trop, on a certains tuples qui pourraient être intéressants pour la solution, mais on aurait trop peu, indépendamment de la haute dimensionnalité. Donc l'idée, en fait, de ce papier, c'est de dire, on va permettre à l'utilisateur
de choisir parmi l'ensemble de ces dominances. Donc on va être générique, on va permettre d'avoir un ensemble de dominances, de pouvoir les combiner, soit pour filtrer, pour avoir moins, soit pour étendre, pour avoir en fait un ranking des meilleurs, plus d'autres pour compléter et arriver par exemple à un top K. Voilà en fait. Alors, je rappelle donc ces objectifs. Donc dans la suite de la présentation, le plan c'est justement introduire les chaînes de préférence, introduire la sélection, trouver les meilleurs, et introduire le ranking donc basé sur ces préférences. Donc l'objectif est de permettre à l'utilisateur de filtrer les résultats d'une façon plus flexible, c'est-à-dire de choisir sa sémantique de dominance, mais de pouvoir aussi les combiner, parce que certaines dominances vont être peu filtrantes, mais en deuxième lieu, il peut utiliser une dominance qui est un peu plus filtrante. D'autres, il peut avoir plusieurs préférences et les combiner. Il n'y a pas forcément une inclusion entre les préférences. Donc, en fait, lui laisser sa façon de choisir les meilleurs. Et au-delà de simplement trouver les meilleures solutions, ce qu'on voudrait, c'est permettre à l'utilisateur de trouver un classement pertinent pour lui des solutions et peut-être les top cas. Et en fait, de raffiner sa sélection au fur et à mesure. Alors, l'idée, maintenant je vais rentrer dans la proposition. Donc, première chose, la relation de dominance traditionnelle est celle qui est définie en bas. En fait, deux tuples, un tuple domine un autre. Si pour toutes les dimensions de R, pour tous les attributs, le tuple est soit meilleur, soit est meilleur, et il existe une dimension où il est strictement meilleur. Donc voilà, il domine. On peut remplacer cette relation dite de dominance traditionnelle par une relation quelconque. Donc l'utilisateur donne une relation autre parmi celles qui étaient définies, ou même une relation donnée en extension, enfin, sur ces critères, en fait, pardon, pas en extension, mais sur ces critères particuliers. Donc une relation de dominance, c'est un graphe, en fait. C'est une relation dans R. Ce qui veut dire que cette relation de dominance peut être un graphe. Ce graphe peut avoir même des cycles. Et d'ailleurs, c'est le cas dans les relations qui sont définies. Les cas dominants, par exemple, la dominance selon un sous-ensemble de dimensions, ce n'est pas toujours le même sous-ensemble de dimensions, peut entraîner de la non-transitivité, enfin, peut entraîner des cycles. Donc la relation de dominance n'est pas forcément transitive. Donc, on peut combiner, par exemple, la dominance traditionnelle, TD ici, la epsilon dominance ou la quasi-dominance. Et ça nous donne en fait un graphe où les différentes couleurs représentent trois types de relations de dominance. Voilà pour le début. Maintenant, dans les skylines, on définit le max, ou aussi appelé le best, qui est en fait le sous-ensemble de tuples qui n'est jamais dominé. Et ici, on va représenter aussi le maximum sur le même principe. Simplement, comme on a des cycles, on doit tenir compte en fait des cycles. Je pense que j'ai un petit commentaire ici. C'est le même principe que pour les skylines, mais il faut tenir compte des cycles. Alors, par rapport à d'autres travaux, il y a d'autres travaux qui, en fait, tout simplement, identifient, comme les cas dominants, identifient qu'il peut y avoir des cycles, puis après, ils les ignorent. Nous, en fait, on identifie qu'il peut y avoir des cycles, mais ces cycles, s'ils dominent les autres tuples, on pense qu'ils sont pertinents à garder dans la solution. Donc, on traite ce problème, ce qui rajoute un petit peu de complexité dans l'algorithme. Donc, on garde les maximums, et on garde aussi dans les maximums les cycles qui sont maximum. Ensuite, donc ça nous donne la maximalité, par exemple, sur le graphe précédent, c'est par rapport à la relation noire, en fait la relation de dominance en noir, c'est le premier ensemble de tuples, 1, 10 et 11. Maintenant, on va étendre
donc passer à la chaîne de préférence. On n'a plus qu'une préférence possible, flexible, entre les différentes préférences, mais on va voir, on va donner à l'utilisateur la possibilité de donner une liste de préférences dans son ordre, dans l'ordre. Par exemple, combiner la dominance traditionnelle avec la quasi-dominance ou avec la K-dominance. Donc, on définit la notion de chaîne de préférence. C'est une séquence de préférences. Et quelques exemples, c'est par exemple des séquences de préférences où on rajoute la comparabilité au fur et à mesure, par exemple avec la K-dominance. Donc la K-dominance, plus on réduit le nombre de dimensions, plus on a de comparabilité et donc plus on filtre. Ou sur la quasi-dominance, ou bien des combinaisons de la quasi-dominance et de la K-dominance, par exemple. Donc, et puis, en étant la définition, donc ce que je vais présenter après, c'est définir une extension du max, définir le ranking et le top K. Mais cette fois-ci, en fait, le définir au niveau de la chaîne de préférence, puisqu'on a défini le max au niveau de la préférence. Donc, première chose, c'est définir le max au niveau de la chaîne de préférence qu'on appelle sky θ, le grand θ, c'est-à-dire sky par chaîne de préférence. Donc en fait, l'idée, c'est d'appliquer le max sur la première relation de dominance, sur le θ1, donc la première relation de la chaîne de préférence, puis ensuite d'appliquer le max selon la deuxième jusqu'à trouver en fait le max final. Donc le max, c'est le max des max. Et chaque fois, on enlève donc les tuples qui ne sont pas... oui, et on rajoute par contre, on rajoute les cycles. C'est-à-dire qu'on tient compte chaque fois des cycles. D'où le θ plus qui est là, qui est la fermeture transitive. Donc si on l'applique ici, tout à l'heure on avait le max selon θ1 qui nous donnait 1, 10, 11. Là, on va raffiner, donc c'était juste selon θ1, c'est-à-dire la relation noire. Là, on va raffiner avec la relation rouge, puis la relation verte. Donc en fait, oups, où est-ce qu'il est? Donc ça, c'est la maximalité selon θ1. Et, ah oui, j'avais pas défini, excusez-moi. Donc en fait, la sélection, c'est sky θ, donc qui va définir l'application du max. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais pas sur le banc transparent. Donc en fait, c'est l'application du max au fur et à mesure sur les résultats de sky de la liste précédente. C'est-à-dire que en fait, on applique ici le max selon la relation noire. Ensuite, on va appliquer le max sur ce résultat selon la relation rouge. Et puis, enfin, selon la relation verte. Et selon la relation verte, comme on n'a pas de flèche dans le sous-ensemble 10-11 entre 10 selon la relation verte, donc le résultat reste 10-11. Voilà, donc en fait, on a le max des max par raffinement selon la chaîne de préférence. Maintenant, on va définir en fait le ranking. Donc le principe du ranking, d'abord, le ranking, on peut le définir uniquement sur une seule relation de dominance. Étant donné une relation de dominance, le ranking, c'est le fait d'appliquer le max ou le best, puis sur l'ensemble restant, on réapplique donc ce max, et ainsi de suite jusqu'à traiter l'ensemble de la relation. Donc ça fait en fait un classement. Donc ici, on peut voir sur la relation θ1, donc en noir. Donc le premier sous-ensemble, c'est 1, 10, 11. Ensuite, on enlève ces tuples-là et on traite le reste de la relation. Ça nous donne le deuxième sous-ensemble qui est ici, 2, 3, 4. Le troisième et le quatrième. Et le cinquième qui est la valeur restante. Voilà, donc c'est très, très simple, très intuitif. Maintenant, on va appliquer le même principe, mais de ranking,
mais sur une chaîne de préférence, c'est-à-dire qu'on va appliquer le rank sur à la fois au niveau de chaque relation de dominance, et puis en raffinement sur les relations de dominance suivantes, donc sur θ2, θn. Donc, juste pour que la définition soit comme utilitaire, on va avoir la définition qui est en haut, qui permet juste d'appliquer en fait un raffinement sur une partition et non pas sur une relation. Une fois qu'on a introduit ça, on peut définir le rank θ comme étant en fait l'application du ranking selon la relation θ1, puis après selon les différentes autres relations sur le partitionnement. D'accord? Donc en fait, on l'applique ici sur une chaîne de préférence. Donc le premier niveau, on l'avait fait tout à l'heure, donc c'est l'application de rank selon θ1. Ensuite, pour chaque sous-ensemble donc de la partition, on va raffiner. Donc en fait, on va faire un ranking local selon la deuxième relation. Et au dernier niveau, c'est un peu comme une hiérarchie. C'est une hiérarchie un peu orientée. Donc à chaque niveau, on va rajouter donc ce raffinement selon la dernière relation. Et on obtient en fait le ranking au dernier niveau. Je ne sais pas si j'étais peut-être un peu vite, mais on voit bien l'idée. Bon, maintenant, on peut évidemment s'arrêter à un top K. La seule chose qu'on a modifiée pour le top K, ça peut être intuitif, ça peut être faire tout ça et puis sélectionner les cas en bas, les plus à gauche. Mais au lieu de faire ça, nous, on prévoit de s'arrêter plus tôt. C'est-à-dire que dans le top K, rien n'oblige à ce que les tuples à l'intérieur du top K soient ordonnés. Donc, pour optimiser, on n'a pas besoin de raffiner si on a besoin de plus de cas. Donc, en fait, si on a besoin de plus de tuples, on va continuer donc, le ranking sur le niveau horizontal. Et si on a besoin de limiter, on va descendre pour raffiner. Si on a trop de tuples, on va descendre pour en avoir moins. Donc, c'est simplement ça l'idée. Donc, on retourne la liste, sinon on raffine et on retourne juste le nombre nécessaire, avec éventuellement des exécos. Alors voilà en fait l'idée fonctionnellement de la méthode qui est proposée. Maintenant pour les expérimentations, ce qu'on a essayé d'évaluer c'est la qualité et le coût de sky θ, de rank θ et de top K θ, donc sur la chaîne de préférence. On a pris le jeu de test, comme je disais, largement utilisé du basket, avec 21 000 tuples et 17 attributs, donc il y en a beaucoup. Et on a pris comme exemple de chaîne de préférence, une basée sur la quasi-dominance et une basée sur la K-dominance, sachant que KD, par exemple, de 17 est équivalent à la dominance classique, la dominance traditionnelle. Et dans la quasi-dominance, le principe de la quasi-dominance, c'est qu'on rajoute en fait des seuils de comparaison, en fait des seuils d'indifférence. Et on a introduit des seuils d'indifférence qui sont en fonction de l'écart type, donc en fait des valeurs existantes dans la base, qui peut être une méthode, par exemple, pour aider l'utilisateur à choisir ses critères. Bon, première chose, ce graphique, il montre le principe général, c'est-à-dire le raffinement à partir de R qui est on ne voit pas R, mais on voit la traditionnelle dominance, donc à partir des skylines, en haut. On a le premier raffinement par la relation QD, la première, en fait, θ2, ainsi de suite. Donc ici, on applique un raffinement et on voit un petit peu l'efficacité de ce raffinement sur les données. Ici, les relations de dominance sont incluses l'une dans l'autre, c'est-à-dire que chaque fois, le sous-ensemble est calculé sur le résultat précédent. Alors,
Ensuite, ce test montre en fait la puissance du filtrage, c'est-à-dire comment on arrive à réduire les tuples résultats au fur et à mesure. Donc ici, c'est en appliquant jusqu'à θ I. Donc on commence par la dominance traditionnelle, on voit qu'en fait on retourne presque 1300 tuples, et que en fait, plus on introduit la comparabilité, plus on réduit, et on peut voir de combien on réduit selon le seuil utilisé pour la quasi-dominance, le seuil d'indifférence. De même, on a testé en fait ce filtrage pour le fait de considérer k dimensions parmi les n, donc la k-dominance. Et on voit effectivement qu'en se limitant à moins de dominance, on a beaucoup moins de résultats assez rapidement. Donc c'est efficace pour filtrer. Maintenant, pour les tests de performance, on a fait des optimisations, tout n'est pas naïf, mais on n'a pas fait des optimisations poussées. Donc on a testé simplement le comportement vis-à-vis de la taille de la base de données qu'on a fait varier par sélection dans les données existantes. Et on a regardé en fait les opérateurs, le coût des opérateurs, que ce soit le ranking, donc le ranking qui fait tout, c'est le maximum, c'est normal qu'il soit le coût le plus élevé, mais aussi l'utilisation de top, donc top 100 résultats, les max et top 10. Voilà, on a fait ça sur... donc on voit que bon, je sais pas ce qu'on voit réellement, c'est que effectivement c'est logique, c'est ce qui est attendu. D'un autre côté, on a essayé d'évaluer le coût, le surcoût par rapport au skyline, c'est-à-dire que combien ça coûte de plus de calculer donc les différentes dominances avec plus de comparabilité par rapport au coût des skylines. Donc en fait, ce coût reste raisonnable sur les données qu'on avait jusque-là. Et on a fait ça pour la quasi-dominance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc en fait, oui, une remarque importante, qu'est-ce qui coûte cher dans le process? Qu'est-ce qui coûte cher? En fait, c'est les comparaisons 2 à 2 de dominance. Une fois qu'on a fait ça, donc l'étape qu'il faudrait optimiser, s'il y a une optimisation, c'est calculer donc les comparaisons 2 à 2 entre les tuples. C'est la courbe qui est en bleu. Et dans cette courbe, cette comparaison, elle est calculée plusieurs fois, puisque en fait, quand on fait un raffinement, on doit recalculer le θ2 sur chacune des parties de la partition. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est surtout les premières phases, c'est-à-dire le calcul sur θ1 qui coûte cher, puisque après, il est appliqué sur des sous-ensembles, il est appliqué localement. Bon, voilà. Je conclue. Très bien. Donc, ce qu'on a présenté ici, c'est un framework sur une formalisation du principe de filtrer progressivement les skylines en utilisant, en fait, en fonction des préférences de l'utilisateur. L'approche se veut flexible parce qu'on introduit donc en fait la possibilité de choisir ses propres dominances, d'ordonner et d'indiquer un niveau de fiabilité et de priorité entre elles, de choisir entre ranking, top K ou best, donc la sélection des meilleurs, et le calcul se fait progressivement. Voilà. Et il peut aussi décider quand s'arrêter. Simplement, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, parce que c'est de pouvoir justement interagir avec l'utilisateur au fur et à mesure du process. Et donc ça, c'est tout à fait faisable. Donc en fait, d'avoir une approche interactive pour que l'utilisateur, si on lui annonce qu'il va avoir trop de résultats, il arrête plus tôt, donc il interagit avec le programme. Et donc des optimisations, il y a un P qui manque, c'est de... En fait, ce qui coûte, il faut aussi pour le coût d'exécution séparer entre les différentes relations de dominance. Certaines sont plus chères
on sait qu'elles sont plus chères, donc en fait définir une sorte de guideline pour l'utilisateur pour qu'il commence par les dominances les moins chères, ou bien utiliser, là encore j'ai des coquilles, utiliser en fait les propriétés intrinsèques des dominances comme la transitivité ou ce qu'on a vu, ce qu'on a défini dans le papier, la pseudo-transitivité, pour automatiquement brancher sur les algorithmes qui font du pruning, par exemple. Donc BNL, par exemple, typiquement, c'est l'algorithme de base. Mais en fait, trouver dans les propriétés les moyens d'avoir un algorithme générique qui supporte un ensemble de classes de dominance. Voilà. Voilà, bon, j'ai fini. Merci. Non, non. Je pense qu'il y a des... oui, tout à fait. C'est pas forcément très clair ici dans la présentation. En fait, l'idée, c'est de dire que la sémantique de qu'est-ce qui est une bonne solution et à géométrie variable. En fait, il y a le principe de dominance stricte, mais il y a d'autres qui ont été proposés dans l'état de l'art. Pour dire, par exemple, je rajoute un seuil pour éliminer ceux qui ne sont pas en fait meilleurs avec ce seuil-là, qui ne sont pas meilleurs de temps, selon une dimension. Donc ça, par exemple, les epsilon dominance ou les quasi-dominances. Ou j'ai un autre critère qui est le nombre de tuples dominés ou ce genre de choses. L'idée, c'est en fait d'offrir une sorte de boîte à outils, un petit peu comme un processus interactif, où il y a plusieurs sémantiques prédéfinies qui peut tester. C'est un principe essai-erreur. Si je définis, par exemple, je veux dire que les meilleurs joueurs sont les joueurs qui sont meilleurs dans l'ordre, par exemple, de cette dimension plus cette dimension plus cette dimension. C'est mon choix, je le fais, mais le seul principe, c'est de dire si ce n'était pas suffisant, si ça me retourne trop de tuples, je donne un seuil par exemple, si ça me retourne trop de tuples, alors je veux appliquer une autre préférence et je préfère que cette autre préférence soit celle-là. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément simple de conceptualisation, mais... Exactement, c'est un outil de généralisation de ce qui existe, plus d'utilisation de ce qui existe pour essayer de filtrer et de classer. Voilà, voilà, voilà. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ça ?
ça fait partie des choses, je dirais, pratiques d'interaction avec l'utilisateur, comment guider l'utilisateur à choisir ses relations de préférence. Par exemple, quand je l'ai donné l'exemple, on a pris les cartes types pour trouver les seuils automatiquement ou suggérer les seuils à l'utilisateur automatiquement sur quelles sont les dimensions, enfin les écarts qui me sont indifférents, donc en deçà desquels je n'ai pas de préférence, ou inversement, qui sont strictement préférés, donc que je dois, qui me permettent d'éliminer des tuples. Donc en fait, ça fait partie justement des outils. Donc toute solution de ce type-là peut être un outil pour guider effectivement à choisir ses relations de préférence. Dire voilà ce qui existe dans les données, visualiser ou explorer un petit peu les données pour choisir ces paramètres. Voilà. Oui, bonjour. Tout va bien pour moi, j'ai un poste, ça va. Simplement, je profite de l'occasion pour faire une annonce de création de postes qui vont avoir lieu au laboratoire ERISA en Bretagne et qui cible en particulier une équipe en création qui s'appelle l'équipe Druide. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, donc le site cible c'est le laboratoire ERISA. Donc c'est un grand laboratoire qui représente environ 750 personnes, 35 équipes de recherche qui dépend de 8 tutelles et qui est répartie sur 4 sites différents. Donc en particulier le site de Rennes et le site de Lannion qui est à environ, disons, 1h30, 2 heures de route. Et également ce site est très implanté au niveau étudiant, donc on rencontre beaucoup d'étudiants venant de l'université mais aussi de nombreuses grandes écoles. Alors ces postes concernent une équipe qui est en construction, parce qu'à l'ERISA, la construction d'équipe suit un peu un processus de type INRIA. Et cette équipe en construction se nomme Druide. Et les sujets qui intéressent cette équipe sont la gestion et la qualification de données et de sources de données interconnectées. Alors, données interconnectées, vous voyez tout ce que c'est du type Link Data, Open Link Data ou réseaux sociaux. Et quand on parle de sources de données, c'est comment gérer les gens qui fabriquent l'information. Ce qu'on vise typiquement, c'est les applications de type crowdsourcing où des gens participent à la création de connaissances. En ce qui concerne la gestion, dans cette salle, tout le monde sait ce qu'on veut dire par gestion des données. La qualification, c'est simplement de rajouter des indicateurs aux données et aux sources de données pour pouvoir les traiter efficacement.
ces qualifications concernent la qualité de l'information, la confiance, la provenance et des choses un peu plus, disons, liées aux sciences humaines, à savoir les modèles économiques. C'est-à-dire, est-ce que telle donnée est stratégiquement importante, combien coûte sa fabrication et combien coûte le raffinement de l'obtention de cette donnée. Donc voilà un peu les thèmes qui intéressent cette équipe en cours de construction. Et donc ce n'est pas un poste mais deux que je viens présenter, avec toutes les précautions oratoires qui s'imposent parce que, évidemment, les profils ne sont pas publiés, mais ça s'oriente dans cette direction. Donc un premier poste de maître de conf concerne l'IUT de Lannion, où en enseignement on cherche une personne qui, bien sûr, enseignera au niveau du programme de DUT et en licence pro sur Lannion même. Et là, les thèmes, c'est algorithmique, programmation, base de données, programmation web et aussi programmation mobile. Au niveau recherche, dans la partie de Lannion qui concerne l'équipe Druid, on s'intéresse à la représentation des données et des connaissances interconnectées, et surtout à l'interrogation des données en présence d'incertitudes et d'imprécisions, et de l'évaluation et du maintien de la qualité des données. Et l'approche qui est utilisée dans cette équipe-là, c'est en particulier les techniques à base de fonctions de croyance. Voilà. Et sur le site de Lannion, il y a une autre équipe qui s'intéresse plutôt aux approches logiques floues, donc il y a des interactions faciles avec les autres équipes qui sont situées à Lannion. Donc si vous avez des questions sur ce profil-là, vous pouvez contacter Arnaud Martin à thirisa.fr. En ce qui concerne le poste de Rennes, donc cette fois-ci c'est pour enseigner dans l'UFR ISTIC, donc la partie informatique électronique de l'Université de Rennes. Les enseignements concernent principalement les bases de données, de L2 jusqu'à M2, et également des enseignements à l'École normale supérieure de Rennes, nouvellement créée, enfin qui existera officiellement au 1er janvier, mais qui est déjà sur pied. Donc les besoins concernent tout ce qui est base de données web au sens classique, et on va monter des cours concernant la gestion de grandes masses de données avec le sempiternel MapReduce et les approches NoSQL. Donc si vous avez envie d'enseigner dans ce genre de thématique, n'hésitez pas. Et aussi tout ce qui est analyse de données à grande échelle, donc Large Scale Analytics. Au niveau recherche, on s'intéresse sur ce poste-là à des profils qui sont soit système, soit très théoriques, donc les deux sont possibles. Donc parmi tous les thèmes on s'intéresse à tous les thèmes que j'ai cités concernant cette équipe Druid, avec pour l'instant une petite préférence pour la gestion de grandes masses d'utilisateurs, que ce soit en termes d'analyse de réseaux sociaux ou en termes de crowdsourcing, donc gestion de plateformes d'acquisition de données utilisant un grand nombre d'utilisateurs. Et les outils qui nous intéressent sont par exemple les workflows ou les business artifacts. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce second profil, vous avez mon adresse qui apparaît là. Merci. Et normalement, il y a un second présentateur. Bonjour à tous. Je m'appelle Tristan Allard. Je suis pas au courant au sein de l'équipe d'élite de l'INRIA, antenne de Montpellier, donc l'équipe de Patrick Valgeriaz. Et je fais mon 11, donc je vais vous présenter plutôt mon profil de recherche et enseignement, plutôt que de mettre des mots-clés sur les types de postes de recherche. Ça vous donnerait une meilleure idée, je pense. Alors, au niveau de mon expérience, j'ai fait des petits dessins sur mes 3 dernières expériences. Mon doctorat
doctorat au sein de l'équipe de Philippe Pucherat-Smith, à Verrières-Concours, dans lesquelles on avait des données distribuées sur des données personnelles, par exemple des données médicales de patients, qui étaient distribuées sur les dispositifs personnels des individus. Et l'objectif, c'était d'anonymiser, d'assainir ces données pour fournir une vue anonyme à des statisticiens qui peuvent ensuite lancer les requêtes statistiques dessus. Ensuite, j'ai effectué un court séjour de postdoctoral à Madrid, dans lequel on avait un système de gestion de flux outsourcé, externalisé. On avait des données sensibles, des flux de données sensibles qui étaient chiffrés. Et l'objectif, c'était d'exécuter des requêtes continues sur ces flux chiffrés. Donc, exécution de requêtes sur des données chiffrées. Et actuellement, ce que je fais à Zenith, c'est de la fouille de données distribuée et sécurisée. Donc on a toujours des données personnelles, on a toujours des dispositifs personnels aussi qui stockent ces données. L'objectif là, c'est d'exécuter directement l'analyse en utilisant des dispositifs personnels. Et c'est des approches au final assez différentes entre ce que j'ai fait pendant la thèse et ce que je fais maintenant. Maintenant, c'est plutôt lié au caractère. Et voilà. Donc là, il y a quelques CV en termes de... Au niveau enseignement, je suis intervenu dans différentes étapes du cursus universitaire, donc du L1 au L2. J'ai fait des TD-TP, des séminaires, du CMS cours, et puis avec différents types d'étudiants, différents cursus, informatique, sciences humaines. Et voilà les informations de contact. Si vous avez des questions. Merci de votre attention. Oui, justement, alors quelques points. On va faire ce premier 400 mètres pour la première fois. Donc il faut être bien dans les starting blocks pour faire un 400 mètres. Non, alors voilà, comment ça se passait un petit peu pour aller manger. Donc on va aller se diriger vers le rue. On a attendu à 13h, donc on a un petit... Ouais. Ah, un petit mot du président d'honneur. Ouais, deuxième session vendredi. Ok. Donc on peut encore proposer des choses d'ici vendredi. Donc je vous explique comment ça se passait. Donc on va aller vers le rue. Alors déjà, vous pouvez laisser vos affaires ici puisque je peux fermer l'amphi. Hein? Puisque finalement on a trouvé comment on faisait pour fermer cet amphi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Aux rues, donc on va avoir une file pour nous. D'accord? Donc on va être pris en charge par le Crous, il va nous montrer dans quelle file on va, etc. Et après on a un espace réservé dans le rue, parce qu'il est assez grand ce rue. On a un espace réservé pour BDA. D'accord? Non, c'est 400 mètres,
328 mètres, si je me rappelle bien. Ça doit pouvoir se faire en 30 secondes. Ah bah oui, non mais... Et dernier point, et oui, et donc quand même les speakers de la première session de l'après-midi sont quand même invités à déposer leur PDF ou leur PowerPoint sur la machine pour qu'on gère le petit retard. Je sens qu'on aura un petit retard à 14 heures. Donc pour ne pas jeter du retard au retard. Voilà.